Ce matin, nous allons entreprendre, je sais que vous avez encore pas mal de travail à faire sur le TP2, mais bon, vous ferez ça pas aujourd'hui. Alors, on va aujourd'hui commencer le bloc de UI. En fait, si on veut, le TP3 va porter sur deux thématiques que nous allons explorer dans les prochains cours, dans les prochaines semaines, qui sont, un, le UI, donc les interfaces graphiques, les environnements graphiques, je devrais dire en général. Et on va également travailler sur l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle la weak IA, l'IA faible. C'est-à-dire, on ne va pas faire du machine learning ou des choses comme ça, mais on va faire des choses intéressantes. On va faire des parcours dans des graphes. En fait, on va faire une thématique liée au pathfinding, à la recherche de chemin, qui est un élément important, pas juste en jeu vidéo, là. Ça veut dire qu'on va retrouver en robotique, on va retrouver dans plein de domaines où on va vouloir trouver le meilleur chemin pour aller d'un point A à un point B, que ce soit sur une carte ou dans un graphe, tout simplement. Alors, ça, c'est les deux thématiques qu'on va explorer dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, on va commencer avec le UI. Alors, le UI, on va le voir en général, mais on va également, évidemment, voir l'implémentation du UI dans Unity, ses particularités. On va voir un peu qu'il y a des choses qui sont un peu étranges par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à présent. On va travailler dans le merveilleux monde du 2D. Alors, c'est un départ. Alors, je vais vous partager mon écran dans 2 petites secondes. Bon, c'est pas ça que je veux, c'est plat. On va le mettre là à la place. Bon. Excusez-moi, j'ai trop de fenêtres et trop d'écrans en ce moment. Voilà. Bon. Et mon écran n'est pas de fenêtre. OK. Alors, share screen. Le voilà. Bon. OK. Alors, vous voyez normalement tous mon PowerPoint actuellement. Alors, c'est un PowerPoint donc, qui va toucher les interfaces graphiques et la programmation événementielle parce que quand on parle de UI, c'est très difficile de ne pas parler de programmation événementielle. Et on va être honnête, on va voir on va voir les interfaces graphiques, on va voir le lien avec la prog événementielle, mais tranquillement, on va même aller beaucoup plus loin dans la mesure où nous allons détacher la programmation événementielle du pur UI et voir comment ce mode de programmation va nous permettre de gérer bien des choses à l'intérieur. Alors donc, soyons honnêtes, ce qu'on va faire aujourd'hui, en fait dans les prochaines semaines, ça dépasse largement le cadre de Unity. Nous, on va le voir dans le cadre de Unity, mais c'est quelque chose qui va être transférable à peu près n'importe où, sur des principes importants. Bon. Alors, lorsqu'on parle de UI, on parle de quoi? Attendez, là, je vais juste enlever un petit stop de mon écran. Voilà. Alors, une interface personne-machine. On va y aller plus général d'abord. C'est vraiment le concept de base. Une interface personne-machine, une IPM, souvent on appelait ça. Il y en a qui appellent ça une interface humain-machine. Il y a une trentaine d'années, on disait une interface homme-machine, mais maintenant, bon, vous en devinez bien qu'on ne fait plus ça. Une interface personne-machine, c'est un mécanisme visant à faciliter l'interaction entre l'humain et l'ordinateur. C'est pas compliqué, les interfaces personne-machine, il y en a toujours eu. Évidemment, dès le début de l'ordinateur, on avait un moyen de communiquer avec cet ordinateur. Par contre, le moyen, évidemment, était sans doute pas aussi efficace que ceux qu'on a maintenant. Et en termes d'efficacité, évidemment, il y a des écoles de pensée. On va en jaser. Parce que, évidemment, ce qui va être efficace pour un n'est pas nécessairement pour l'autre, etc. Mais on va voir qu'une IPM, c'est donc un mécanisme à la base qui vise à faciliter l'interaction entre l'humain et l'ordinateur. Bon, alors, une bonne IPM doit faire 2 choses essentiellement. Permettre le contrôle du logiciel par l'ordinateur. Bon, là encore, ici, il y a différentes façons de voir les choses. Des fois, on a l'impression que c'est le logiciel qui nous contrôle,
et on verra de quelle façon. Mais aussi, ça doit permettre la communication entre l'utilisateur et le logiciel. Donc, les échanges d'informations. L'échange d'informations qu'on a vu dès la première session du cégep, c'est-à-dire intra-extra à la base, mais ça va plus loin que ça, évidemment. Bon. Deux grandes catégories d'IPM. Les premières, les plus vieilles, les interfaces en ligne de commande. Interfaces en ligne de commande que certaines personnes adorent parce qu'ils les trouvent super efficaces, qui permettent de faire plein de choses, de dire des choses de façon très précise. Donc, ont certains avantages, mais qui ont aussi des gros inconvénients, comme par exemple l'apprentissage, la façon d'obtenir l'information, on doit apprendre beaucoup de choses par cœur pour être capable de les utiliser efficacement. D'un autre côté, on a des environnements graphiques qui, eux, vont nous faciliter la vie pas mal, dans la mesure où ils vont nous donner plein d'indications, ils vont nous guider un peu plus, ils m'aiment beaucoup. On n'a pas souvent besoin de connaître énormément de choses lorsqu'on les utilise parce qu'on apprend à les manipuler dans toutes sortes de logiciels et elles finissent par toutes se ressembler. Bref, il y a des avantages dans les deux façons de faire. On va voir finalement que nous, on va aller plutôt vers les environnements graphiques et on va expliquer un peu ce qu'on va y trouver. Bon, les environnements graphiques, les interfaces en ligne de commande ne sont pas arrivés en même temps. Dans le monde de l'informatique, on se devine que les interfaces en ligne de commande, que ça soit en tapant une ligne à l'écran, par exemple, l'interface en ligne de commande, ou il y a plus d'années, mettons il y a une quarantaine d'années, en tapant sur une carte de key punch qu'on insérait dans le lecteur de carte de l'ordinateur, qu'importe la façon qu'on avait de communiquer, l'interface en ligne de commande est efficace. C'est une interface qui permet d'utiliser des fonctionnalités rapidement, de préciser des paramètres, etc. Bon. Le défaut des interfaces en ligne de commande est apparu assez rapidement au début des années 80. Lorsque le micro-ordinateur a commencé à s'implanter, alors on parle du début des années 80, essentiellement c'est l'IBM PC, un peu plus tard, il y avait aussi les Apple qui étaient là, un peu plus tard les Macs sont arrivés à la milieu des années 85 avec les environnements graphiques. Qu'est-ce qui a changé entre les deux? Entre l'IBM PC de 82 en ligne de commande, le Mac qui était arrivé en 85 en environnement graphique, mais ce qui est apparu évident, c'est la facilité qu'on a eue de prendre l'ordinateur en main. Alors, quand vous achetez un IBM PC, généralement, ça venait avec un cours de 90 heures, ça, pour vous montrer comment utiliser un minimum votre système d'exploitation. Il n'y avait rien de naturel là-dedans. Alors, donc, c'était complexe. C'est sûr que pour quelqu'un qui connaissait ça, c'était le fun, c'était efficace, c'était facile. Mais si on ne le connaissait pas, la courbe d'apprentissage était longue et pénible. Mac, tout le contraire. Mac était fait pour des gens qui n'avaient aucune connaissance de l'informatique et qui voulaient se débrouiller. Moi, je me rappelle à l'époque, en 85, mon frère était en recherche, il devait écrire sa maîtrise. Il a acheté un Mac, ça lui a coûté un bras, mais en moins de 3 heures, il était en train de taper sa maîtrise et il fonctionnait tout à fait correctement sur son environnement graphique. S'il avait été en ligne de commande sur un PC, ça aurait certainement pris 3 semaines. Alors donc, on voit qu'il y a des différences ici qui étaient là entre ces deux mondes-là, qui était le monde, d'une interface faite pour des gens qui avaient des connaissances et versus un environnement graphique qui était fait finalement pour un peu tout le monde. Donc, une facilité d'utilisation. Bon, alors ça, on y reviendra éventuellement. Interface en ligne de commande, les grandes caractéristiques, généralement uniquement textuelles. On retrouve ça dans tous les systèmes d'exploitation d'une manière ou d'une autre. On est capable d'avoir une interface en ligne de commande. Que ça soit sur PC en Windows ou que ça soit sur PC en Linux, bon, ben, vous êtes capable d'avoir une interface en ligne de commande.
Les entrées de données se font à l'aide du clavier. La sortie à l'écran se limite généralement à un texte blanc sur fond noir. Bon, les puristes nous diront qu'on peut changer les couleurs du fond et la couleur du texte, mais ça revient pas mal toujours au même. Le support à l'usager est minimal, c'est-à-dire que l'interface en ligne de commande n'est pas là pour vous apprendre à utiliser l'interface. L'interface en ligne de commande est là pour vous permettre d'agir efficacement lorsque vous connaissez la commande à taper. Environnement graphique. Type d'interface, les interactions sont plus diversifiées et entraînent l'utilisation de périphériques variés. Alors là, j'ai présenté 3 exemples, que ce soit un stylet, que ce soit une manette de jeu, que ce soit une souris. J'aurais pu continuer longtemps. J'aurais pu rajouter des interfaces comme, par exemple, des interfaces de type de réalité virtuelle ou autre qui viennent s'inscrire là-dessus. Bon. En termes de périphériques, on parle de périphériques d'entrée, mais également de périphériques de sortie qui sont plus variés, naturellement. Environnement graphique, ça c'est le terme général. Bon, on appelle ça souvent aussi l'interface graphique en français. En anglais, ça va être Graphic User Interface et symbolisé habituellement par des acronymes comme GUI ou UI. Bon. Ici, donc souvent, c'est pour ça qu'on va conserver ces termes-là parce qu'évidemment, comme on travaille avec des logiciels basés sur l'anglais, on a eu ces termes-là. Oui, Enrique, qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai oublié de me démute, j'ai achumé. C'est correct. Bon, à tes souhaits, mon cher. Bon, alors, les environnements graphiques. Je vais me concentrer beaucoup plus là-dessus. Bon, les environnements graphiques depuis le début. Et là, le début, ça n'a pas commencé avec Mac, on va le voir dans quelques minutes. Le début des environnements graphiques, on a tenté de reproduire ou de simuler des environnements tirés du monde réel par le biais de ce qu'on appelle des métaphores. Une métaphore, rappelez-vous vos cours de littérature, d'analyse de texte, vous savez c'est quoi une métaphore, mais c'est la même chose ici. Lorsqu'on a voulu parler d'un répertoire, d'un dossier dans lequel on mettait des documents, évidemment, on a été recréer une icône d'un dossier de bureau, simplement. La notion d'un document, ça a pris la forme d'une feuille de papier. La poubelle, pour jeter nos documents, ça a pris la forme d'une poubelle. Bon, alors évidemment, maintenant on est moderne, on fait du recyclage aussi. Alors, OK. Alors donc, les métaphores sont nées très rapidement dans le monde de l'informatique parce qu'on a rapidement compris que si on voulait que l'informatique soit utile, il fallait qu'elle sorte du domaine de ceux qui connaissaient la technique de base. N'oublions pas, les premiers ordinateurs, là, si on n'était pas ingénieur, là, on avait beaucoup de mal parce qu'il y avait pas mal de fils à brancher et des choses comme ça. Ce n'était pas pertinent vraiment pour monsieur et madame tout le monde. En fait, l'informatique a commencé à être pertinente dans les années 60 pour... On ne parlerait même pas de monsieur et madame tout le monde. Là, on parlerait des scientifiques en général, des gens qui voulaient utiliser l'informatique dans un point de vue universitaire. Au niveau de l'entreprise, l'informatique, c'était des dieux, les informaticiens, là, parce que c'est des gens qui avaient une connaissance que l'écrasante majorité des membres de l'entreprise n'avaient pas. Alors, ceux qui avaient réussi à faire le passage vers l'informatique, la programmation et l'opération des ordinateurs, c'était quelque chose. Mais dans les années 60, on s'est dit, hey, ça serait temps qu'on décolle un peu ça. Et on a eu beaucoup de recherches qui sont faites sur ce sujet-là. Bon. Pour ce qui est des environnements graphiques, essentiellement, l'environnement graphique se superpose à notre système d'exploitation. Il faut être capable de comprendre que notre système d'exploitation, même s'il semble très lié à l'environnement graphique, quelque part, à la base, c'est des fonctionnalités qu'on pourrait appeler avec une autre forme d'interface. Par exemple, je donne ici 2 exemples d'interfaces qu'on connaît bien. On a Aqua sur macOS. Je ne sais pas si c'est encore ça le nom, mais il me semble que c'est encore ça le nom. Et Aero sur Windows. Dans les 2 cas, ce sont des interfaces qui évoluent naturellement. Aero, par exemple, est arrivé sur Windows avec Windows 7. Tandis que Aqua est arrivé, il me semble, sur Mac OS 10.
Alors, évidemment, il y a eu des évolutions dans tous les cas parce qu'on cherche à se distinguer. Mais essentiellement, ce sont juste des choses qui sont par-dessus notre système pour faciliter son utilisation. Je crois que Aero, c'est peut-être Vista même. Peut-être Vista. Écoute, Vista, ça se peut que ça soit né sur Vista. Je sais que c'est officiellement Windows 7, mais elle a peut-être été disponible sur Vista. En tout cas, on ne se souvient pas de Vista. On veut oublier Vista. On veut oublier Vista. C'était pas... Personne ne s'en souvient. Bon, un brin d'histoire. Ça remonte à quand, ça? Bien, évidemment, l'idée d'utiliser l'ordinateur d'une façon plus facile, plus conviviale, c'est né dans les années 60, comme j'ai dit. On peut voir d'ailleurs qu'une chose étrange, le stylet a été inventé avant la souris. Le stylet remonte au début des années 60. On parle d'Ivan Sutherland qui avait inventé un logiciel Sketchpad qui était essentiellement un logiciel de dessin graphique. Qui était fait pour des ingénieurs, mais qui commençait déjà à laisser présumer le paradigme même objet, dans la mesure où déjà il y avait des notions de ligne, on était capable de faire des notions de classe, de regrouper des choses. On était capable donc de lier des éléments. J'ai mis une petite vidéo sur mon truc. Je vais d'ailleurs la mettre, excusez-moi. Dans le chat. Dans le chat dans 2 secondes. Et je vais aussi vous envoyer de toute façon les PDF de tout ça bientôt. Alors, je vais mettre la vidéo dans le chat. Je vous garderai ça à temps perdu. C'est sûr que c'est vieillissant, là, on s'entend. C'est pas exactement c'est pas une... Oh oui, mon chat a disparu. Génial. Non, bizarrement, mon chat n'apparaît pas. Ah, ben voilà, il est en dessous. Voilà. Alors, je vous envoie une petite vidéo, vous la regarderez à temps perdu. Alors, ça, c'est vraiment, en gros, c'est une vidéo d'une dizaine de minutes qui est une interview que le gars avait donnée pour présenter son produit à un journaliste. Alors, donc, vous allez voir, c'est en noir et blanc, ne vous posez pas de questions. Alors, c'est vieux. Ça roule sur un oscilloscope, hein, si je me trompe? Oui, bien, c'était les premiers écrans. C'était les premiers écrans, puis c'était assez intéressant. Et surtout, pour ceux qui pensent que Apple a un jour inventé quelque chose, ça a permis le développement de la première tablette graphique en 1964, qui a été un échec commercial, disons-le, mais qui était quand même une tablette graphique qui permettait vraiment de travailler sur l'ordinateur. Alors, c'est des choses qui n'ont pas, des concepts donc, qui sont nés là très rapidement. Bon, on voit d'ailleurs, j'ai mis une image sur mon PowerPoint. Vous voyez, bon, à gauche, c'est le fameux stylet qui a été inventé par Sutherland. Et en 1964, c'était une espèce de tablette graphique qui fonctionnait aussi sur une espèce d'écran qui ressemblait plus à un oscilloscope qu'autre chose là-dessus. Bon. Après Sutherland, il y a eu une autre personne hyper importante, Douglas Engelbart, qui est mort il y a quelques années, je pense en 2013. Un gars brillant. Ah oui, le premier, Sutherland, est encore vivant. Il y a près de 90 ans même. Bon. Alors, Engelbart, lui, il travaillait pour Stanford Research Institute. Il a été l'inventeur de la souris en 1967, pour lequel il a obtenu un brevet. Je ne sais pas si sa famille touche encore des redevances. On voit d'ailleurs une image de la première souris. Vous allez tous constater qu'elle a été gossée dans une planche de bois, sans doute. Je ne sais pas trop quel genre de morceau de bois ça a été. Alors, il y avait un bouton, il y avait un mécanisme qui permettait de déplacer, mais c'était la naissance. Engelbart a travaillé beaucoup avec son équipe sur développer les premières interfaces graphiques. Alors, c'est un gars qui a eu beaucoup de succès au début, qui était très important. Après ça, apparemment, ça s'est un peu gâté pour lui. Je pense qu'il avait une humeur de chien, puis la plupart de ses collaborateurs l'ont quitté pour aller dans le laboratoire Xerox. Laboratoire Xerox, peut-être que vous connaissez Xerox en vous disant, c'est quoi, ça me dit quelque chose? Peut-être qu'il vous en reste un petit peu, ce sont des polycopieurs, donc des imprimantes, des choses comme ça. Alors, effectivement, maintenant, Xerox, c'est les gens d'imprimantes.
À l'époque, ça a été beaucoup autre chose. Ça a été un laboratoire de recherche ultra important. D'ailleurs, regardez ce que vous avez là, un des premiers ordinateurs personnels. En fait, d'après moi, c'est le premier. C'est le Xerox Alto en 73. OK, c'était pas une petite machine. On parle de quelque chose qui était quand même pour un ordinateur personnel, on était loin d'un ordinateur portable, disons-le. On voit, regardez la forme de l'écran, on était déjà dans la métaphore du papier, hein, la feuille debout, l'écran est vertical, on voit qu'on a une souris, on a un clavier, on est dans quelque chose qui n'a pas pire. Et surtout, cet ordinateur-là, ça a été le premier ordinateur à utiliser la métaphore du bureau, donc les corbeilles, les dossiers, les documents, ces choses-là. Et c'est là qu'on a inventé le fameux WYSIG, What you see is what you get. Alors donc, 73. Bon, j'avais 8 ans. Vos parents n'étaient possiblement pas nés. Bon, alors, continuons. Laboratoire Xerox a continué à travailler. Beaucoup de monde travaillait là, très intéressant. Et entre autres, ils ont sorti finalement le Xerox Star 90 en 1981. Et c'est le début de l'interface WIMP. WIMP, là, c'est pas compliqué. Toute interface sur un PC, sur un Mac, c'est une interface WIMP. Windows, icon, menu, pointers. Bon, c'est vraiment le fonctionnement standard d'un ordinateur personnel de nos jours, et ça, donc, depuis près de 40 ans. Bon, on a inventé là-dessus le drag and drop. On a inventé le copier-coller. Bon, bref, tout ce que fait la fortune d'Apple, ça a été inventé là. D'ailleurs, c'est clairement écrit que Steve Jobs a visité le laboratoire Xerox avec sa gang d'ingénieurs à un moment donné. Bon, alors, copier-coller, menu contextuel, toutes des choses qui ont pris du temps à arriver, même que ce sur le Mac ou sur Windows, ça a pris des années à arriver. En fait, on parle de la fin des années 90, ou la deuxième partie des années 90 dans la plupart des cas. Bon, après ça, c'était système informatique grand public, IBM PC en 81, Apple Macintosh en 84, Microsoft Windows 1 en 85. J'ai sauté à Windows 95 en 1995, 10 ans plus tard, parce que c'était un gros morceau, un clivage important. C'est là que, en fait, je vous dirais que c'est là que Windows a à peu près rattrapé Mac en termes de qualité d'interface et tout ça. Ça a été vraiment un gros morceau. Moi, j'ai été développeur à Apple pendant des années. À la fin des années 80, début 90, je travaillais beaucoup là-dedans. Et je vous dirais qu'à l'époque, travailler sur PC, je trouvais ça vraiment plate. C'était des interfaces qui étaient lourdes, qui n'étaient pas évidentes. Et on n'avait pas de facilité, pas de convivialité. 95, on est arrivé à peu près even. Bon, là, on est en Windows 10 depuis 2015 avec évidemment différentes versions. Continuons sur nos interfaces. Une autre interface importante, ça a été le développement d'HyperText et du World Wide Web avec principalement Tim Berners-Lee, qui était vraiment la personne qui est connue pour avoir développé ça. Mais si on fouille un peu, il y avait une deuxième personne qui était bien importante, qui était Robert Caillot, que beaucoup de livres disent qu'il devrait être considéré comme le deuxième inventeur du web, mais l'idée de base, c'est Tim Berners-Lee. On devrait dire Sphere ou Tim Berners-Lee. Il travaillait, lui, sur un centre de recherche, le CERN, c'est le centre de recherche européen, qui travaille beaucoup plus, par contre, sur la physique, essentiellement. C'est un gros laboratoire de physique. C'est eux qui font des collisions d'atomes à des vitesses folles. LHC. C'est eux. Exactement. Bon, plus tard, un peu après 90, il y a évidemment des penseurs qui ont continué à travailler. C'est en 91 qu'est né le principe qu'on appelle en Europe de l'intelligence ambiante et en Amérique du Nord, l'informatique ubiquitaire. En gros, c'est l'espèce de pensée que l'ordinateur,
les données, les appareils, les écrans seront disponibles de partout, facilement, en tout temps, sont facilement transportables et utilisables. C'est le principe de la tablette, mais également du téléphone intelligent surtout. C'est du fait que maintenant, votre cellulaire a pas mal plus de puissance qu'un IBM PC des années 80 ou qu'un Mac des années 80. Donc, c'est l'idée que nous avons maintenant accès à des écrans et donc des interfaces un peu partout. On parle du post-WIMP d'ailleurs, parce que, par exemple, quand vous travaillez sur un cellulaire, je pense que personne n'a vu un curseur apparaître. Hein? La notion de fenêtre n'est pas aussi évidente, c'est un peu différent. Les icônes, oui, c'est encore là. Je pense que ça va être là pour rester longtemps. Les menus, jusqu'à un certain point, il y a des menus, effectivement, encore, mais ce sont déjà une évolution du menu qui est un mix entre ce qu'on avait avant puis l'hypertext. Bon, bref, c'est l'évolution vers ça. Alors, j'espère que vous n'avez pas trop ennuyé avec ce brin d'histoire, mais je pense qu'il faut comprendre qu'on vient de quelque part et qu'il y a une évolution dans tout ça et que cette évolution elle se fait tranquillement, mais que des fois, il y a un délai entre le moment où les chercheurs trouvent quelque chose, pensent quelque chose, et le moment où ça finit par arriver dans notre vie en tant que personne lambda. Bon, maintenant, on va parler rapidement des principes de conception d'une interface utilisateur. Là, ici, je vais être honnête, je ne suis pas dans les interfaces en ligne de commande, je suis vraiment dans les environnements graphiques. Alors, normalement, lorsqu'on travaille dans ce qu'on appelle l'ergonomie cognitive, qui est finalement la science qui étudie les interfaces, alors, quand on pense à ergonomie, on pense à facilité d'utilisation. Hein? On dit une chaise ergonomique, bien, elle doit nous permettre de travailler longtemps, bien assis, sans avoir des douleurs, etc. L'ergonomie cognitive, ça touche les interfaces et c'est donc l'idée qu'une interface va nous permettre de travailler de façon efficace, de nous travailler de façon agréable et, à la limite, même esthétique, on le verra. Donc, les 7 principes de base qu'on devrait retrouver normalement, c'est 1, le contrôle utilisateur. L'utilisateur doit avoir l'impression qu'il contrôle le déroulement des opérations. Bon, lorsqu'on est, par exemple, rappelez-vous vos premiers programmes que vous avez écrits en 201 dans le premier cours qui était sur l'interface en ligne de commande, là, le bel écran noir, le texte en fond blanc, vous écriviez à la console, vous lisiez à la console. Bien évidemment, l'utilisateur de vos logiciels n'avait aucun contrôle. C'est vous qui décidiez des questions que vous allez lui poser. C'est vous qui décidiez de l'ordre des questions également. Alors donc, il n'y avait aucun contrôle possible. Bon. Bien, ça, on ne doit plus retrouver ça dans une interface. Dans une interface, on doit essayer de maximiser les choix de l'utilisateur. Alors, par exemple, on a un formulaire qui apparaît. Bien, le formulaire, on ne devrait pas obliger la personne à remplir une case avant une autre. La personne devrait être capable de gérer son formulaire comme elle le souhaite, en fonction de ses besoins ou de ses renseignements qu'elle a pour l'instant. On veut la manipulation directe, c'est-à-dire qu'on veut encourager le drag and drop, on veut encourager la saisie, on veut travailler avec notre souris, par exemple, ou un autre périphérique d'entrée pour être capable de pointer, déplacer les choses. Clémence, l'interface doit pardonner nos erreurs. Bon, donnez un exemple. Vous êtes en train de travailler sur Word, par exemple. Vous tapez votre document, votre devoir de philo, puis là, ça fait une gang d'heures que vous travaillez dessus. Puis là, vous appuyez, vous vous trompez, vous oubliez de sauvegarder, vous appuyez sur le X de la fenêtre. Qu'est-ce qui va se produire, mesdames, messieurs? On se réveille. Qu'est-ce qui se produit? Il va demander si tu veux enregistrer ou pas enregistrer avant de t'en aller. Ben oui, c'est le fun, ça, pareil. Hein? C'est vraiment le fun que ça se passe parce que je vais vous le dire, le premier Mac sur lequel j'ai travaillé ne le demandait pas.
Et moi, j'ai un souvenir d'un devoir d'université que j'avais terminé très, très tôt un matin, vers 3 heures du matin, et que j'avais oublié de faire save avant de faire X. Et ce n'était pas une bonne idée. Bon, alors, ça, une interface doit être clémente. Elle doit essayer de dire, là, il est en train possiblement de faire une bêtise. Je devrais peut-être l'en avertir et lui donner le choix de ne pas la faire. Alors, ça peut être de ne pas perdre votre document Word, ça peut être de ne pas détruire le fichier important que vous venez d'appuyer sur supprimer. Ça peut être plein d'affaires comme ça. Donc, il y a une notion de clémence. Secours et assistance, l'aide. En gros, l'interface doit vous donner le maximum d'informations et d'aide lorsque vous l'utilisez. Vous n'avez qu'à penser, par exemple, au tooltip, les petits encadrés qui apparaissent lorsque votre pointeur reste trop longtemps sur un contrôle. Parce que là, il va vous dire, ah, là, ça va me servir à ça. Ou dans un champ de formulaire, ah, là, je m'attends à avoir tel genre d'informations que tu rentres. Alors donc, on va essayer d'aider notre utilisateur. Homogénéité et cohérence. Bon, quand les premiers PC sont apparus avec les premières interfaces graphiques, eh bien, ce n'était pas compliqué. Chaque producteur de logiciels écrivait sa propre interface graphique et avait son propre mode de fonctionnement. Donc, ce qui était agaçant, c'est que quand on apprenait, par exemple, tel logiciel, par exemple WordPerfect, un des ancêtres des traitements de texte, bien, on apprenait une interface. Et là, on apprenait que si on voulait imprimer, il fallait aller dans le 3e menu et plus précisément dans le 4e sous-menu. Mais par contre, si on utilisait Lotus, qui était un autre logiciel, bien là, l'impression était peut-être dans le 2e menu et le 8e sous-menu. Donc, chacun avait ses propres façons de faire. Il n'y avait aucune homogénéité dans les interfaces. Donc, à chaque fois qu'on apprenait un logiciel, qu'on ouvrait un logiciel, on devait apprendre à nouveau à l'utiliser. Les interfaces modernes, que ce soit sur Windows, sur Mac, ont encouragé la normalisation, c'est-à-dire le développement de conventions et de normes qui visent à dire, bien écoute, si tu veux imprimer, généralement, ça va être dans tel menu. Si tu veux sauvegarder, ça va être dans tel menu. Si tu veux chercher le copier-coller, dans tel menu, etc. Il y a des items de base. En fait, moi, je me rappelle sur Mac, par exemple, lorsqu'on crée une application, par défaut, le logiciel il y avait un petit peu de programmation visuelle au niveau de l'interface, et par défaut, les menus fichiers et édition étaient là. Et ainsi que le menu d'aide, si je me souviens bien. Il y avait comme des menus standards. Ils disaient, là, tu n'as pas le choix. Ça, tu vas mettre ça là, puis ça, tu vas mettre ça là. Bon. Tu pouvais toujours essayer de faire autrement, mais tu savais que tu allais en dehors du standard, ce qui n'était pas une bonne idée. Donc, homogénéité, cohérence. Et quand on parle d'homogénéité et cohérence, ce n'est pas juste en termes de où sont les contrôles, mais c'est l'esthétique du contrôle et son fonctionnement. C'est-à-dire que, par exemple, si on appuie sur « Imprimer », on doit avoir sur Mac toujours la même chose qui se produit. Ou sur PC, ça va être la même chose qui se produit. On doit être capable d'avoir le plus de cohérence possible. Et, soyons bien clairs, surtout sur PC, ce n'est pas une obligation technique. C'est un choix qu'un constructeur de logiciel va faire parce qu'il va se dire, si je suis cohérent et homogène avec mon système d'exploitation, les gens vont utiliser plus facilement mon logiciel. Simplicité. Alors, c'est là qu'un gros point important, une bonne interface doit faire appel à la reconnaissance et non pas au souvenir. Ce qu'on veut dire par là, pour utiliser une bonne interface, tu ne devrais pas nécessairement être obligé de la connaître. Tu la regardes et tu te dis, ah, si je veux faire cela, je dois faire ceci. Ça doit sembler naturel. Et le dernier point, qui peut sembler moins important pour certains, mais c'est l'esthétique. Alors, l'esthétique finit par avoir une influence.
ça dépasse le cadre de la beauté. L'esthétique peut amener une facilité d'utilisation également. Donc, ici, je vous ai résumé les 7 principes de conception qu'on retrouve en ergonomie cognitive. Ici. Bon. Et si tu me permets, Vincent, Oui, vas-y. Il y a des personnes dans l'industrie que leur job tourne complètement autour de l'idée de ces 7 idées-là, en fait. On les appelle les UX designers. Exactement. UX pour User Experience. Donc, on a UI pour User Interface. Souvent, les personnes de UI vont être jumelées avec une personne ou vont être également à l'aise avec le UX, le User Experience. Il faut jumeler les deux ensemble, comme Vincent dit, parce que même si on a des super fonctionnalités, on a pris le temps de développer des menus vraiment, vraiment cool, il n'y a personne qui va les utiliser si l'expérience n'est pas agréable. En fait, pour surenchérir sur Kyle, moi, je travaille aussi le soir, je donne des cours à l'université, puis entre autres dans le programme de maîtrise, et on a régulièrement des maîtrises maintenant, justement, en UI, UX, et où la maîtrise, la personne arrive, par exemple, à prouver que la qualité du UX amène une hausse de productivité. Alors, c'est pour ça que les entreprises mettent de l'argent là-dedans. C'est important. Ce n'est pas juste le fait que, même pour des logiciels qui ne sont pas grand public, là, on parle de logiciels qui sont destinés dans une entreprise, à un nombre plus restreint de personnes, on pourrait croire que l'esthétique a moins d'importance, mais ce n'est pas vrai parce que l'entreprise veut également que le logiciel soit facile d'utilisation et agréable. J'ai une histoire que j'aime bien. Je connais des gens qui travaillent dans le laboratoire et puis eux autres développent des logiciels pour des médecins, pour des chirurgiens, pour être plus précis. Et je me souviens, ils me parlent d'une histoire lorsqu'ils ont développé une interface graphique vraiment cool, justement, remplie d'informations, très, très riche en fonctionnalités. Puis le médecin et les chirurgiens ont dit « OK, c'est cool, mais on ne va jamais utiliser ça. Oui, vous avez 1000 fonctionnalités, mais quotidiennement, on en utilise 4. Les autres, on les utilise peut-être une fois par année. Donc, moi, je vais être capable de rapidement cliquer sur une de mes 4 options pour que ça s'exécute rapidement pendant la chirurgie. » Fait que là, OK, ils ont calmé un peu leur enthousiasme, ces développeurs, puis ils sont allés avec ça. Dans le fond, c'est toujours le client qui connaît ses besoins au final. Et il faut respecter ça. Donc, même si ce n'est pas pour des logiciels mobiles, des logiciels web qui vont finir par être dans les mains de madame, monsieur, tout le monde, comme Vincent a dit, il faut toujours faire attention à ça dans toutes les industries de l'informatique. Oui, tout à fait raison, Craig. Et le monde de la médecine est un excellent exemple de... les gens sont habitués à utiliser quelque chose, veulent utiliser quelque chose d'une certaine manière, puis il faut être capable de leur donner. Bon, OK. Une interface graphique moderne, ça se compose de quoi? Bon, là, je vais parler de contrôle, de widget. Sur Linux, c'est les contrôles, Kyle, qu'on appelle ça? Ça dépend, en fait. Sur GNOME, c'est comment? Sur GNOME, je ne sais pas comment ils appellent ça. L'affaire avec Linux, c'est que tu peux choisir ta couche graphique. Donc, comme tu disais, c'est Aero sur Windows, c'est pas mal le seul disponible, mais sur Linux, tu choisis celui que tu veux. Tu choisis tout dans le... Kyle, c'est pas vrai, tu en as d'autres, mais personne ne les utilise. Il y en a d'autres pour Windows que tu peux choisir? Ben, tu peux en faire. Le monde peut en créer. Ils superposent leurs couches. J'ai vu ça, mais c'est... OK, je pensais que c'était juste comme des modifications à Aero, mais pas comme un nouveau système complètement distinct. Ah, OK. Moi, j'en ai vu. Ben, j'ai fait une petite recherche et il y en avait comme 4 qui disaient « Ah, vous pouvez mettre ça, mais c'est pas très joli. » C'est pas très joli. C'est très joli. OK. Mais vas-y, continue. Mais c'est vrai, sur Linux, on peut en mettre plusieurs différentes facilement. Oui, je choisis. Moi, en ce moment, j'en ai 2 qui roulent. Donc, je peux... Si je veux aller, disons, j'ai XFCE, qui est très, très basic, très, très streamline, très rapide. Ça, c'est pour quelque chose que j'ai besoin dans un environnement plutôt classique. Mais honnêtement, c'est très rare que je l'utilise. Je suis plutôt en terminal. Mais tu peux en avoir plusieurs en même temps et tu sélectionnes lequel tu veux. Fait que je peux switcher en comme 3, 5, même 10 modes on the go pour vraiment satisfaire mes besoins. Alors, c'est ça, à la base, c'est ça le principe, c'est que les ordinateurs
n'ont pas nécessairement besoin d'une couche graphique. Il faut être conscient. Quand tu utilises le mode terminal, c'est la ligne de commande et tu le fais pour des raisons d'efficacité, j'imagine. Parce que tu sais exactement ce que tu veux faire à ce moment-là. Bon. Faut voir aussi que jusque dans les années 80, là, tout le monde travaillait en interface en ligne de commande. Les interfaces graphiques n'étaient que des bêtes de laboratoire. Bon. Alors donc, on va parler de contrôle de widget. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un contrôle ou un widget? Il y en a qui appellent ça plus général, un élément d'interface graphique. C'est les fameuses zones de texte, les boutons de commande, les cases à cocher, les radio-boutons, les curseurs, les barres de défilement, les gradateurs. Tout ce qui va vous permettre de présenter de l'information ou de recueillir de l'information par l'intermédiaire de votre interface. Bon. Alors là, j'en ai listé une gang, mais c'est sûr que, bon, les 3 premières, c'est vraiment les de base. Hein. Vous ne verriez pas une interface sans ça, des boutons de commande, des étiquettes textuelles, des zones de texte, mais c'est dur de s'arrêter. Moi, j'ai arrêté par manque de place sur ma page. Bon. Maintenant, le fonctionnement. Et c'est là où on va se rapprocher. On va bientôt tomber en code. Alors ici, on va parler du fonctionnement de l'interface graphique. C'est basé sur quoi? C'est basé que l'interaction entre la personne et les contrôles ou les éléments d'interface graphique provoque des événements. La gestion de l'événement par le système entraîne l'utilisation des méthodes qui ont été rattachées à l'événement. Alors là, on se ramasse à faire le lien entre le contrôle ou l'élément visuel et le code. Le code du programmeur, là, ici, c'est là que ça devient important. Ce qu'on appelle, nous, on va rattacher donc une méthode à un événement. Ça va être quoi un événement? Par exemple, j'ai cliqué sur le bouton. Ça, c'est un événement. J'ai une zone de texte de sélectionner et je tape une lettre. C'est un événement. Mon curseur de souris passe au-dessus d'une zone textuelle. Ah, ça, c'est un événement. J'ai cliqué sur un élément visuel et j'ai fait un drag and drop vers un autre. Ça, c'est un événement. Bref, les événements, c'est tout ce qui va résulter. En fait, c'est pas juste ça, mais à première vue, je peux déjà vous dire que c'est tout ce qui va résulter de l'interaction entre l'humain et l'interface. Toutes vos actions entraînent des événements. Et en plus, il y a plein d'événements système. D'ailleurs, Unity est basé sur une base événementielle. Il faut être conscient. Là. Awake, Update, On-Enable, ce sont tous des réponses à des événements du système. Alors, on va, bon, ces réponses aux événements, ces méthodes-là, nous, on va appeler ça des fonctions de rappel. Là, il y a une faute d'orthographe, c'est pas joli ça. Excusez-moi, je la corrige tout de suite. Voilà. Alors, des fonctions de rappel en français, des callbacks en anglais. Alors, ça, c'est des choses importantes. Ça veut dire que lorsque vous voulez vous dire, lorsqu'on appuie sur le bouton, je veux qu'il y ait ça qui se produise, le ça, c'est un callback ou c'est une fonction de rappel. Bon. On dit que la fonction de rappel, c'est la réponse effective à une interaction entre l'utilisateur et un élément graphique d'une interface. Une fonction de rappel, on dit que ça va prendre la forme d'un délégué lié à un événement qui peut s'écrire sous la forme d'une méthode traditionnelle, mais également d'une expression lambda. Là, je vous rassure, je sais qu'il y en a qui ont fait plus d'expressions lambda que d'autres. On fera un petit rappel sur les expressions lambda après cette première partie du cours. Bon, notion d'événement.
Alors là, c'est là qu'on va se poser des questions. Moi, je pense qu'on va aller regarder. Ouais, on va faire ça, puis après ça, on va aller coder. Alors, on dit, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on clique sur un bouton? Alors, le bouton possède un événement prêt à être déclenché dès que le bouton est cliqué ou pressé. C'est-à-dire qu'on a prévu, nous, en tant que programmeur, une réaction. Bon. Parce qu'évidemment, si on n'a pas prévu de réaction et qu'on clique sur un bouton, ben oui, on va cliquer et le système va même avoir une réaction préprogrammée. Parce que tous les boutons, lorsqu'on clique dessus, ont une certaine réaction conventionnelle. Mais la réaction effective pour notre programme, c'est nous qui devons la coder. Alors, si mettons qu'on l'a codé, qu'est-ce qui va déclencher ça? Alors, ce qui va déclencher, en fait, c'est que le fait d'appuyer sur le bouton ne déclenche pas notre fonction de rappel. Le fait d'appuyer sur le bouton lance un événement, va déclencher un événement. Et le système, en gérant l'événement, va déclencher la fonction de rappel que nous aurons associée à cet événement. Alors, si vous comprenez bien, on n'associe pas directement la fonction de rappel au bouton. On l'associe à l'événement qui est lié au bouton. Bon. Alors, c'est un peu ce qui va nous amener à ici. Alors, ici, on a donc cette phase-là. Un bouton est cliqué, ça entraîne qu'un événement est déclenché, ce qui entraîne que les fonctions de rappel sont exécutées. Oui, jusqu'à présent, j'avais dit la fonction de rappel, mais rien ne nous empêche de lier plusieurs fonctions de rappel à un événement. Ça va être c'est tout à fait correct de le faire. Bon, alors là, on se demande ici, quel est le rôle de l'événement? C'est une première question qu'on pourrait se poser. Et pourquoi ne pas immédiatement exécuter les fonctions de rappel? Pourquoi ne pas tout simplement dire, ben, je vais lier les fonctions de rappel au bouton? Bon, c'est que il faut voir que notre interface contient rarement un seul contrôle. Il y a donc une série de contrôles, des boutons, des textbox, des zones textuelles, des curseurs, peu importe. Et le système va devoir gérer l'ordre d'exécution de ces réponses aux événements. C'est le système qui doit avoir une espèce de chef d'orchestre qui va finalement gérer la priorité des événements. Parce que finalement, il peut se passer plein d'affaires en même temps. Là, on pense à des événements simples comme le fait de cliquer sur un bouton, mais il y en a tellement d'autres. Et à un moment donné, si une action peut entraîner plusieurs événements, et ces événements doivent être gérés sous une base de priorité. Alors, si on rattachait directement les fonctions de rappel au contrôle, on ne perdrait la capacité de gérer la priorité, la priorisation des événements. Donc, ça, c'est un premier point important. Deuxièmement, comme je vous ai dit, il y a déjà une réponse conventionnelle aux événements. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille sur Mac ou on travaille sur Windows, on appuie sur on clique ou on interagit de façon plus globale avec un certain contrôle. À ce moment-là, on s'attend à ce qu'il y ait une réaction conventionnelle qui réponde à une norme. Eh bien, à ce moment-là, la gestion des événements fait en sorte que le fait de passer par un événement, ça va permettre l'utilisation de fonctions de rappel système, en guillemets. Donc, des fonctions que nous, on n'a pas programmées, mais qui vont avoir lieu quand même. Bon. Alors, par exemple, on pourrait penser que prenez n'importe quelle interface Windows, cliquez sur un bouton, vous allez voir qu'il se passe quelque chose visuellement. Mais je peux vous dire une chose, la plupart de ce qui se passe visuellement sur une interface Windows, ça devrait être toujours la même affaire, puis ce n'est pas le programmeur qui l'a codé. C'est la réaction standard. Bon. Alors ici, on parle du modèle de délégation, finalement. Alors donc, ça, c'est un schéma que j'ai repris de Kyle, qui avait fait ce schéma-là. Et
ici, qu'est-ce qu'on a? On essaie de comprendre ce qui se produit. Bon. On n'oublie pas, on est dans un système qui est répétitif. On a une espèce de boucle. Hein? Par exemple, dans Unity, on a parlé de la boucle de jeu. Mais dites-vous une chose, sur macOS, sur Windows, on a également une boucle événementielle qui se produit, qui gère notre ordinateur. Typiquement, c'était écrit while true. Tant que c'est vrai. Bref, à l'infini. Alors donc, c'était une boucle infinie, finalement, qui allait lire les événements et qui les gérait. Bon. Alors donc, ici, on s'inscrit dans cette fameuse boucle infinie. Alors là, on s'aperçoit, bon, il y a eu un bouton. Est-ce que le bouton a été cliqué? Non, ben, on n'a rien à faire. D'abord, c'est le fun. Il a été cliqué. Ah, OK. On déclenche l'événement on-click. Alors là, c'est un événement qui est lancé. C'est la seule chose qui s'est produite. On a déclenché l'événement. Là, après ça, l'événement, il va être géré. Il va être géré, évidemment, il y a un système quelque part dans le logiciel qui va gérer l'événement, dans le système d'exploitation. On va voir l'objet dans Unity, le Event System, justement. Il est très, très visible, c'est ça qui est le fun. Et après ça, ben, le système va appeler les actions déléguées, nos fameux callbacks. C'est là que ça va se faire. Et on repart après. Bon. Alors ça finit ma présentation. Maintenant, on va passer dans Unity, puis on va écrire une interface. En fait, Alors, Vincent, oui. Ça ne te dérange pas. Pourrais-tu juste revenir à la dernière oui, certainement. slide ici? Donc, OK, bouton a-t-il été cliqué? Je vais juste mettre un petit peu plus de précision pour Unity. Bouton a-t-il été cliqué? C'est demandé quand ça? C'est demandé à chaque frame. Quand vous avez fait le TP1 et vous avez joué avec le Game Manager, puis le script pour changer les FPS, si vous avez mis les FPS comme à 2, puis après ça, vous avez démarré le jeu, vous avez peut-être réalisé que c'était difficile de comme arrêter le jeu ou d'utiliser l'éditeur au complet parce que tous les boutons de l'éditeur, qui est une interface graphique, fonctionnait à 2 frames secondes. fonctionnait à 2 frames seconde. Donc, il checkait juste à 2 fois par seconde si le bouton a été cliqué ou non dans ce genre d'organigramme-là. Sur Windows et sur macOS et sur autres plateformes graphiques, je ne sais pas c'est quoi le taux d'échantillonnage. Je ne sais pas combien de fois par seconde qu'ils vont venir vérifier l'état des événements. Vincent, est-ce que tu le sais? La notion du tic. Oui. C'est peut-être 60 par seconde aussi que ça cible. Bien, c'est sûr que c'est ça qu'ils visent, mais je pense qu'ils vont, sur une interface 2D, ils peuvent aller plus vite. Oui, ils peuvent aller pas mal plus vite. Je ne sais pas à quel point ils vont vite. C'est sûr que tu Il n'y a pas de gain à aller plus vite beaucoup. Oui, c'est ça. Tu veux juste plus utiliser ton processeur pour rien. Exactement. Personne ne peut pas cliquer 1000 fois par seconde. Non. Non, parce que c'est ça, c'est qu'on travaillait avec Xena, on pouvait débarrer le système. Débarrer le système, ça veut dire qu'on disait au moteur, au lieu de rouler à 60 frames par seconde, par exemple, qui était le standard, il disait roule aussi vite que tu peux. Ouais. Et c'était en dizaines de milliers de frames secondes qu'il était capable de rouler. Oui, surtout. Si tu enlèves le V-Sync. Si tu enlèves le V-Sync, là, c'était fou. Bon, mais évidemment, est-ce que ça donnait grand-chose? Bien, pas vraiment, parce que c'était pas mal de troubles à gérer, justement, le clic. Donc, c'est vraiment ça. Si vous êtes sur, disons, une application web, et puis, bon, vous avez la rendue d'un formulaire, disons, pour s'inscrire sur Facebook, peu importe. Derrière tout ça, ce qui génère comme l'interface graphique, ça va être souvent votre carte graphique, ça va être OpenGL ou DirectX. Et évidemment, nous n'avons pas le temps de programmer à la main avec OpenGL ou DirectX dans le cours 203. Ceux qui vont à l'université, sûrement. Je sais qu'à l'Université de Sherbrooke, dans tous les programmes d'informatique, il y a un cours de ça. Mais bref, quand vous faites des programmes là-dedans, vous devez créer une boucle qui ressemble à la boucle de jeu. En fait, vous créez l'équivalent d'une boucle de jeu et vous devez dire, bon, c'est quoi mon FPS cible. Donc, même dans des choses qui ne sont pas des jeux, toute application graphique a le concept d'une boucle qui roule à des intervalles qu'on essaie de cibler prédéterminés. Et il peut même avoir la notion de delta time là-dedans, si on veut. Fait que ce qu'on vous apprend dans Unity, dans le monde du jeu, ça s'applique vraiment dans tout le monde d'interface graphique, comme que Vincent vous présente aujourd'hui. C'est pour ça qu'on trouve ça assez cool à vous présenter.
Il faut être vraiment conscient, là, c'est en faisant le choix de vous présenter un moteur de jeu, on n'est pas sorti de l'informatique, on est vraiment en plein dedans. C'est sûr, c'est une application plus particulière. Il y a des choses de fun qu'on va être capable de faire, mais essentiellement, on va retrouver les mêmes outils ailleurs. Alors, pour l'instant, je vous encourage, je vous suggère fortement d'aller ouvrir un nouveau projet. Alors donc, créez-vous on va se créer un beau petit projet quelconque. Moi, je vous suggère un nom. C'est le premier. C'est UI, exemple 1. Dans mon cas, vous ferez bien ce que vous voulez, mais évidemment, vous comprendrez qu'il y aura peut-être des exemples 2 et 3 éventuellement. Je vous suggère juste de garder ça en tête. Bon, alors, je vais fermer le PowerPoint. On n'a plus vraiment besoin. C'était cool la partie historique, Vincent. Il y avait des choses que même moi, j'avais complètement oubliées. Écoute, c'est faut se souvenir. Je pense que c'est important de voir à quel point il y a un décalage entre le moment où on invente quelque chose dans un lab, quelque part, et le moment où ça se retrouve sur le marché. Là. Non, il y a beaucoup de friction entre ces deux points-là, disons. Oui. Ben, aussi, c'est de penser que les gens d'Apple ou de Microsoft ont inventé quelque chose en interface graphique. La réponse est non. C'est toujours CERN, Xerox, Bell Labs surtout. Bell Oui, Labs, c'est Bell la Labs aussi, énormément. Ouais. Mais Xerox, écoute, le nombre de choses qui se sont passées là, je pense que c'est aussi eux c'est pas eux qui avaient fait Smalltalk? Ah ouais, c'est possible. C'est vérifiant, je suis pas sûr, c'est pas eux. C'est pas un gars qui travaillait là. Mais c'est soit au Bell Labs, soit au Xerox, il me semble. Bon. On va travailler. Xerox? Bon, OK, c'est ça. Smalltalk. Moi, quand j'ouvre mon programme, ça me met encore l'erreur. Le layout? Ouais, c'est comment qu'on fait encore? Ben, tu vas aller chercher OK. Bon, rapidement, je mets ma fenêtre, je vais partager. Tu t'en vas rapidement sur. Moi, je m'en vais dans User, utilisateur, mon nom, app data. OK, alors tu vas là. Dans app data, c'est dans Roaming, si mon souvenir est bon. Dans Roaming, tu vas dans Unity. Dans Unity. Je ne peux pas updater. Ah, bon, OK. Retournons. C'est ça. Alors, tu es ici, tu es sur ton utilisateur. Va dans Affichage. View, je ne sais pas si c'est en anglais ou en français, toi. Oui, mais je l'ai, Hidden Items. Et là, tu es dans Utilisateur, puis tu ne vois pas app data. Là, je suis vraiment je m'en parle le Windows R, je sais pas c'est quoi. Updater. Et là, je l'ai. Tu l'as? Là, tu vas dans Roaming. Est-ce que tu l'es? Tu es là? Là, je suis dans Unity. C'est-tu dans Package? OK. Attends une minute, je te rejoins. Unity, tu vas dans Editor 5X. Ouais. Là, tu vas dans Préférences. Tu vas dans Layout. Dans Default. Dans Default, tu vas chercher, je pense que c'est Default qu'il faut copier. Et à ce moment-là, tu retournes dans ton projet. Là, tu as copié ton default. Ah oui, tu peux détruire le Last Layout. Détruis-le au cas où. Last Layout. Là, tu as pris ton default. Tu retournes là où tu avais enregistré ton projet. En mettant que moi, je m'en vais dans un de mes projets. Je l'ai appelé, je ne sais pas, mon UI exemple 1. Je m'en vais dans Tu y es? Non. Je cherche les projets. Là, tu cherches où tu as mis ton projet. OK. Dès que tu le trouves, tu vas dedans. Ouais. Et tu me le dis quand tu es là.
OK. Ah, c'est dans Unity Hub, les projets? Je ne sais pas où tu l'as enregistré. C'est toi qui le Mais sais. sur Unity Hub, tu peux, il y a 3 petits points où est-ce que tu peux Ouais. voir Show in Explorer. Ouais. Puis là, je suis dans Unity Hub. Puis je vois OK. pas. OK. Ah, 3 petits points. OK, ouais, j'ai vu. OK, on peut juste le montrer, puis je le reverrai dans l'enregistrement après. Ben non, mais de toute façon, là, il faut que tu le fasses maintenant. Je ne veux pas te perdre, là. Alors, vas-y, là. Tu vas. Es-tu arrivé à ton projet? Non. Non? T'as-tu fait le Show in Explorer? Ouais, mais genre, ça monte pas la. Peut-être. Attends. Quand je m'en vais dans Show and Explorer, ça me met. Ça va me- Ok, Show and Explorer. Ok, moi je vais Common Files.net, Unity, Hub, Editor. Ouais. Je pense que j'ai juste trop de affaires. C'est correct. Parce que dans le pire des cas, crée-toi un nouveau projet dans Unity Hub, là, Ouais. et regarde où tu l'enregistres. Ah, je l'ai le GUI. OK. Bon, tu as ton projet parfait. L'ouvre-le, là, tu vas avoir tous les répertoires comme ceux qui sont à l'écran. Ouais. Tu vas dans Library. Bon, une fois que tu es dans Library, la première chose, tu as copié ton default, là, tu fais un paste. Tu vas le paster, comme je viens de faire. Ça va? Ouais. Là, tu vas sur le fichier qui est juste au-dessus. Current Layout Default DWLT. Ouais. Là, écoute, c'est bizarre, je vais te dire de faire. Tu copies son nom au complet. CTRL-C. OK? Avec le DWLT. C'est fait? Ouais. Là, maintenant, tu détruis ce fichier-là Puis on rename le nouveau par ça. et tu renames au complet le default avec ça. Là, il dit que ça ne va pas être utilisable, mais tu ne le crois pas. C'est bon. OK, Et mais là, si tu repars ton projet, ça devrait s'ouvrir correctement. c'est bon. Moi, ça me fait souvent cette affaire-là. Y a-t-il une raison? Je ne sais pas, ça me le faisait souvent il y a un certain temps. Alors, ce que j'ai fait, c'est que vois-tu le fichier Current Layout Default? Je me le suis gardé quelque part, comme ça, c'était plus rapide pour moi d'aller le copier puis d'aller le paster. Puis à un moment donné, c'est comme calmé. Mais faut-tu que tu deletes pareil les autres, même si tu fais juste copier celle-là? Non, je fais juste copier celle-là puis ça suffit. Ah. J'ai remarqué ça. Une autre chose, est-ce que ton système est à jour? Tu es à quelle version de Unity? Je pense 2020 1.5 F. OK. Tu te mettras à jour. En ce moment, je pense qu'on est rendu à la 10 ou à la 11. Mais je pense qu'on était à la 10 hier, puis je pense que là, ils viennent d'en mettre une nouvelle. À ce que j'ai cru voir. OK. Bon. Ah, merci. De rien. Alors, je reprends. Donc, voilà. Alors, Unity, exemple. Là, maintenant, on va aller créer une interface UI. Là, je vous préviens, ça va être un peu différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent en 3D. Alors, on va juste préparer notre projet rapidement. Dans Asset, on va se créer un dossier, un folder script. C'est le seul folder qu'on aura besoin pour aujourd'hui. Ensuite, vous allez dans la hiérarchie
Et là, vous allez créer. Là, attendez, excusez-moi, c'est parce que, bon, il n'y a pas de l'air de comprendre. Il fait apparaître mes fenêtres au mauvais endroit. Bon, great. Excusez-moi une seconde. OK. Je vais juste changer le sharing. Excusez-moi, j'ai un écran qui semble faire des siennes. Screen 2, voilà. OK. Bon. Alors là, vous devriez voir mon Unity correctement. Alors, vous ajoutez ici un objet, mais un objet UI. Alors, regardez vers le bas, il y a des UI et nous, on va rajouter des boutons pour commencer. Alors, des boutons ordinaires. On va voir qu'est-ce qui va se produire quand je rajoute un bouton. Alors, regardons ce qui est apparu dans la hiérarchie. Premièrement, on a eu un objet Canvas qui est apparu. Le Canvas est là pour regrouper tous nos éléments de UI. On n'a pas le choix, il nous faut un objet Canvas et tout élément de UI doit être déposé sur le Canvas. Bon, alors le Canvas en lui-même, c'est donc notre objet, comme un peu notre écran 2D, si on le veut. Par défaut, le Canvas va toujours occuper toute la superficie visible de l'écran. Il faut voir qu'en infographie, le UI, souvent on va appeler ça un HUD. Le HUD, c'est quoi? Bien, c'est le Head-Up Display, c'est bien ça, Kyle? Oui. Maintenant, c'est tout croche, là. Mais en gros, c'était quoi, ça, le Head-Up Display? C'était imaginé, ça a été inventé pour les pilotes d'avions en réaction. Alors, vous voyez nos chers combattants de l'armée de l'air, ils pilotaient un avion dans le monde réel et on s'est aperçu que ce n'était pas une super bonne idée de leur demander de baisser les yeux pour regarder les contrôles qui étaient affichés sur le tableau de bord. On voulait qu'ils gardent les yeux devant eux dans le ciel. Alors, on a dit, bien, c'est le fun, on va projeter, faire une projection 2D du contenu du tableau de bord dans le casque du pilote. Alors, si on veut, le head-up, le HUD, c'est donc une projection 2D d'éléments qui se superposent au monde 3D réel du pilote. Mm-hmm. Bien, en jeu vidéo, le HUD, c'est exactement la même chose. On a notre monde virtuel 3D et on rajoute par devant une couche 2D qui est une projection et qui va toujours être présente. Qu'importe ce qui se passe dans notre monde 3D, la projection 2D ne changera pas. Alors donc, tout ce qui est UI, c'est du 2D. Il faut déjà garder ça en tête. On peut faire des contrôles 3D, on peut s'amuser à faire ça, mais habituellement, de base, les contrôles, c'est du 2D. Donc, le canvas, ça représente cette espèce de projection qui va être faite. Il va toujours occuper la surface de l'écran et ce qu'on va mettre sur le canvas, ce sont des boutons, des ondes de texte, des choses comme ça, des glissières, et ça va se superposer par-dessus notre monde virtuel 3D. Alors, ici, j'ai créé un bouton. On peut le voir à l'écran. Je vais agrandir un petit peu. Voilà, c'est bon. On va vivre avec ça. Display, ouais. 920 free aspect. Voilà. Bon. Alors, ici, donc, mon bouton, regardons-le, je le sais, il est sur le canvas. Et il y a aussi un autre élément qui s'est ajouté, c'est le Event System. On vous a dit qu'il y avait un élément du système qui était chargé de gérer les événements, mais on est le fun avec Unity, on le voit. C'est le Event System. Donc, si vous n'avez pas d'Event System, si vous vous arrangez pour le détruire, votre gestion des événements va être assez poche. Ouais. Donc, regardez les composantes ici dans l'inspecteur. Il y a justement la composante Event System. Donc, tant que vous n'avez pas un GameObject qui contient cette composante-là, vos événements
OnClick, etc., ne vont pas appeler leur délégué associé, ne vont pas avoir de réponse effective. Aussi, vous avez peut-être déjà remarqué sur Windows ou sur Mac que quand vous avez, par exemple, un formulaire ou plusieurs contrôles sur une page, il y a un ordre dans ces contrôles-là. On peut se déplacer, par exemple, avec la tabulation. Bon, bien, c'est dans le Event System, entre autres, que ça va se gérer, ce genre de choses-là. Bon, revenons à notre bouton. Alors, on va aller au Canvas. Le Canvas, c'est pas qu'on va faire grand-chose dedans. Habituellement, moi, j'y touche pas. Vous n'avez pas vraiment besoin d'y toucher. Il y a des components à l'intérieur. Toi, tu y touches beaucoup, Kyle, toi? Non, excuse-moi, c'est correct, parce que tu ne parles pas encore du Canvas Scaler, donc je me suis retenu. Non. Le Canvas en lui-même, on peut aller jouer. Il y a des paramètres qu'on peut aller setter, mais à la base, vous n'avez pas un énorme besoin d'aller jouer là. Le bouton, par exemple. Ah, excuse-moi, Vincent. Oui. La composante Canvas, pas besoin de toucher, mais le Canvas Scaler, ça, c'est bien important. À cause de ce qu'on va avoir à corriger. Oui, mais on va le voir plus tard. D'accord, OK. Alors, le bouton. Bouton en lui-même, premièrement, qu'est-ce qu'on remarque au départ? Il n'y a pas de transform. On a un contrôle, on a un objet, un game object qui n'a pas de transform. Il a un rect transform. Le rect transform, c'est donc la manière que les objets UI sont gérés. On va voir que c'est très particulier, c'est beaucoup moins, c'est un peu plus complexe, excusez-moi, que le transform de base. Bon, même si c'est du 2D, vous voyez qu'on a comme on a un vecteur 3 pour la position. On va parler d'une largeur et d'une hauteur. Ce qu'on n'avait pas sur les autres contrôles, où on avait juste un skate. On va parler d'un ancrage. Handshirt. Alors là, ici, c'est comment est-ce qu'on va être positionné, notre ancrage, par rapport à quoi? On va parler de rotation, on va parler de scaling. Bon. Alors, je vous dirais que pour l'instant, pour aujourd'hui, on va commencer à travailler uniquement avec largeur-hauteur. Ça va être déjà un gros début. On ira voir ensuite le Rect Transform. Là, je vais aller cliquer sur l'icône qui est située haut à gauche du Rect Transform, qui est l'espèce de ce symbole-là. Ici, il y a plein de choses qui vont être importantes. En gros, ça va nous dire où est le point d'ancrage dans le bouton. Est-ce qu'il est au centre, par défaut? Est-ce qu'on va le mettre en haut à gauche, en bas à droite, etc. On peut aller le mettre là. Et également, le point d'ancrage, par exemple, on va également parler de son pivot. Le point pivot, alors si j'appuie sur Shift, là, j'obtiens le point pivot. Le point pivot, ça va être quoi? Mais par exemple, mon bouton, si je lui fais faire une rotation, actuellement, le point pivot, c'est au centre. Donc, mon bouton va tourner par rapport à son centre. Alors, imaginons que je fais une rotation sur l'axe des Z, ça serait le plus sympathique, de 45 degrés. On voit que c'est comme ça. Alors, j'ai fait la rotation par rapport au centre. Si par contre, j'avais dit que le point pivot, c'était le coin inférieur gauche, mais ça aurait été différent. Alors, je vais juste pour le fun enlever le 45, mettre le 0. Je vais aller mettre mon point pivot en bas à gauche. Ça n'a rien changé pour l'instant parce que je n'ai pas de rotation. Et là, maintenant, je fais une rotation sur l'axe des Z de 45 degrés. On va voir que ça va être par rapport au coin inférieur gauche que j'ai pivoté. Bon. Il y a différents, donc on peut s'amuser avec ça un petit peu. La plupart du temps, vous n'aurez pas des tonnes de choses à faire avec ça, mais des fois, vous n'aurez pas le choix d'y travailler. Le bouton en lui-même, en ce moment, sa position, c'est 0, 0, 0, 0. Pourquoi? C'est 0, 0, 0 par rapport à son point d'ancrage. Son point d'ancrage est où? Au centre du canvas. Donc,
si j'avais dit le point d'ancrage du bouton, c'est le coin inférieur, le coin supérieur, le coin inférieur gauche, alors mettons que j'aurais dit ça, ici, on voit qu'à ce moment-là, regardez ma position, elle a changé. Vous voyez, je ne suis plus à 0, 0, 0, 0, je suis à 484, 298. Pour atteindre le 0, 0, 0, attendez, je vais aller, bon, me mettre en 2D dans la scène, sur le canvas, voilà. Alors, pour donc prendre ça et dire, je veux aller me mettre à 0, 0, 0, excusez-moi, j'ai fait une petite gaffe. Voilà. Bon. Alors, je mets ça. Si je veux me mettre à 0, 0, 0, vous voyez, là, il se met au coin inférieur gauche. Et le point 0, 0, 0 est le centre, le pivot. Alors, donc, si je voulais que ce soit vraiment le coin de mon bouton, ici, qui soit là, à ce moment-là, bon, ben, je vais plutôt travailler là-dessus. Oh, là, je suis à 0, 0. J'ai une question. Oui. Mais c'est normal que quand, mettons, moi, mon 0,0, quand je mets l'ancrage en bas à gauche, la position elle soit plus loin que vous, c'est à cause genre de mon écran. Regarde, moi, je suis en Free Aspect. Ici, toi, tu es en quoi? Shaded. Dans le game. Moi, je suis dans le game, là, ici. Ouais, Free Aspect. Free Aspect. Écoute, bonne question. C'était juste pour me dire, c'est peut-être avec, mettons, la grosseur de l'écran, il va être plus bas, plus haut. C'est possible, effectivement, parce que souvent, une des choses qui est agaçante avec le 2D, c'est qu'on devient effectivement embêté par la résolution qu'on a utilisée. Et ça peut avoir un impact. Mais de toute façon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais nous remettre au centre. Ici. Je vais nous repositionner à 0, 0, simplement. Et je vais aussi dire, j'aurais dû mettre mon pivot là aussi. Voilà. 0, 0. Bon. Alors, ici, donc, on comprend notre bouton. Tous nos contrôles sont positionnés par rapport à ces points d'ancrage, par rapport à ça. Alors, quelque part, on est dans la hiérarchie du canvas également. Bon. Alors, imaginons que je vais déplacer mon bouton, je veux le mettre plutôt sur la droite. Alors, ici, il va falloir que je me déplace. Mettons, tenez, je vais me déplacer de 250 vers la droite et je vais monter de 200. Voilà. J'ai le premier bouton positionné. Je vais lui donner un autre nom. Alors, ici, on va juste le renommer. Je vais l'appeler bouton A. Tout simplement. Excusez-moi, je vais manquer d'imagination là-dessus. Et mon bouton, je vais apprendre à les jouer avec. Là, on a joué avec le Rect Transform, qui est donc notre espèce de Transform 2D, entre autres. Mais là, je vais aller le modifier, le texte du bouton. Si je regarde mon bouton A, vous voyez qu'il est lui-même une hiérarchie. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du bouton, il y a un texte. Bon. Ici, le bouton, on va voir qu'il y a deux visions du bouton possibles. Il y a soit un bouton textuel, dans ce cas-là, c'est un bouton qui possède un texte, ou encore un bouton graphique. Dans ce cas-là, on enlève le texte. Et on verra comment mettre une icône à la place de l'image du bouton. Alors ici, dans mon texte, ben, je pourrais tout simplement écrire, pourquoi pas, tout simplement bouton A. Hein? C'est donc le nom. Oh, j'ai marqué n'importe quoi ici. Alors, bouton A. Voilà. On peut voir que je peux changer le caractère de mon bouton, le type de fonte, le mettre en gras si je veux, changer la taille, etc. Je peux faire plein de choses. C'est le fun. Bon. Des éléments importants. Horizontal overflow, vertical overflow.
Ça dit au système comment gérer lorsque le texte du bouton est trop gros pour le bouton. Alors, par exemple, imaginons que je fais un font size de 48. Bang! Mon bouton, le texte disparaît. Pourquoi est-ce qu'il disparaît? C'est parce que j'ai la manière que c'était le horizontal overflow, il va tendance à dire, bien, je vais faire changer le nombre de lignes et ça va peut-être m'aider, mais ça ne l'aidera pas. Donc, on va mettre overflow à la place et regardons ce qui va se produire. Horizontal overflow, vertical overflow, et bang, on a notre texte qui est réapparu. Bon, il est mal placé, il est trop grand, c'est sûr. Alors, je remets ça à 16, pas à 16, à 14. Bon. Pourquoi il s'est bien placé? Non. J'ai fait quelque chose de pas correct, apparemment. Bon, OK. Alors, bouton A, c'est réglé. Je vais m'en créer un autre, une copie de bouton A. Alors, CTRL-C, CTRL-V. Je vais le renommer tout de suite en bouton B. Évidemment, bouton B en ce moment possède exactement la même position que bouton A. Je vais le mettre à la hauteur 0 et je vais changer son texte pour bouton B. Et finalement, je vais me créer un troisième bouton que je vais appeler bouton quitter. Tenez, je vous ai eu, vous pensez bouton C, c'est pas ça. Alors, bouton quitter, qui lui va être tout en bas, donc à un Y de moins 200. Voilà. Et lui, je vais changer son texte pour quitter. Le bouton A était à quelle position? Pardon? Le Y? Bon, le bouton A était à quelle position, en fait? Chez moi, le bouton A est à 250 en X, 200 en Y. Parfait, merci beaucoup. Parce que j'ai gardé le pivot, le positionnement par rapport au centre du canvas. Bon, là ici, donc, on a 3 boutons. On va y revenir bientôt. Et je vais ajouter un dernier contrôle ici. Je vais ajouter un contrôle textuel, toujours dans le UI, juste un texte. Bon, le texte en lui-même, je vais le positionner en X à moins 200, le tasser. Je vais changer sa taille, sa dimension. Je vais mettre une dimension, mettons, je ne sais pas moi, de 300 et en largeur et de 80 en hauteur. Je vais aller, si on regarde dans la zone de texte, là ici, je vais changer le texte pour... bon, en fait, non, je vais le laisser tel quel pour l'instant. Je vais juste changer la taille des lettres. Tout simplement. Et je pourrais changer à peu près n'importe quoi. Pardon. Y compris la couleur de mon texte. Bon. Ici, j'ai donc le bouton texte. On remarquera qu'il est extrêmement simple comme GameObject. C'est un GameObject qu'on va souvent rajouter dans une hiérarchie lorsqu'on va vouloir ajouter un élément textuel à un contrôle. Bon. Attendez, je vais le mettre un peu plus gros. Je vais le mettre à 48. Voilà, parfait. Alors, ici, oui. Le New Text, c'est un bouton que vous avez créé? Non, le New Text, c'est un texte. J'ai créé un UI. Regarde, tu vas dans UI et tu crées texte. OK. Normalement, actuellement, vous devriez avoir donc, si je regarde ça comme il faut, 4 contrôles, 3 boutons, un texte. Maintenant, on va aller, bon, maintenant, je vais juste commencer par, j'ai créé quelque chose, là. Je vais juste commencer par aller exécuter ça. Qu'est-ce qui se passe? Bon.
On voit que mon UI est là. Ce n'est pas un problème. Mon UI, lui, il reste là. Bon. On voit également que je clique sur le bouton, il se passe quelque chose déjà. Mes boutons ont déjà une forme d'activité. Quand je vous avais parlé qu'il y avait des fonctions de rappel standards, des comportements standards sur les boutons, vous avez remarqué que je n'ai rien programmé, mais mon bouton réagit au fait de cliquer dessus. OK. Moi, maintenant, je vais aller ajouter des éléments. En fait, on va aller dans notre bouton, ici. On va descendre un petit peu. Et on voit ici, on a un espace OnClick. OnClick, ça va me permettre de dire, je vais ajouter un... C'est ici que je vais pouvoir préciser la fonction de rappel que je veux utiliser. Bon. Alors pour ça, je vais finalement avoir besoin d'écrire du texte, d'écrire du code. Bon. Alors, ici, ce code-là, bon, ça va être quoi? Bien, je vais m'écrire une série de composants. Alors, tout d'abord, on va regarder un petit peu le type de composant que je vais vouloir avoir. Je vais vouloir dire, tiens, je veux créer un composant qui va changer la couleur du texte lorsque je vais cliquer dessus. Là, pas la couleur du texte, la couleur du fond de l'image. Bon. Alors ici, on va aller se créer, donc, dans Script, je vais me créer un nouveau script, un C# script. Le nom que je vais lui donner, Modify Color Component. Bon. Ici, on va aller donc ouvrir. Ça, Oui. vu que maintenant on est rendu à la section de programmer, Oui. puis il reste environ 10 minutes et nous n'avons pas donné de pause. Alors peut-être que c'est un moment approprié de s'arrêter. OK, je vais leur donner une pause. C'est trop gentil, Kyle. OK, alors effectivement, on a été un peu trop long. On va reprendre lundi avec ça. On va donc programmer lundi matin. On programme. On va ajouter des components. On va ajouter des fonctions de rappel. On va aussi ajouter de multiples fonctions de rappel à un événement. Et on va aussi ajouter de nouveaux événements à nos boutons. Alors, on va voir qu'on va faire pas mal de choses là-dessus. Et on va travailler ensuite sur les lambdas, sur la programmation événementielle, plein d'affaires. Alors, si vous avez des questions, je vois que le chat se remplit. Ah oui, arrêtez de l'encourager à mettre des pauses de tout le temps. Alors. Bon, OK. Alors, donc, on se revoit lundi matin et écoutez, on va gérer ça. OK? Au revoir tout le monde. Merci, à la prochaine. OK, bye. Bonne semaine. Bonne semaine. Merci. Bye.